Ouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, la mairesse de Gatineau fustige le ministre Carman au sujet de l'itinérance dans sa ville. Sommet sur la fiscalité des municipalités, le gouvernement Legault invite les municipalités justement à mieux se gérer. Ingérence étrangère, on sait qui présidera l'enquête publique. Ce sera la juge Marie-Josée Hogg. Et des simili embryons humains ont été créés en laboratoire, sans sperme ni ovule. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Avant de passer aux autres nouvelles du jour, nouvelles de dernière heure, Mario, là, ça sort tout juste sur les fils de presse il y a quelques instants. Il y a un homme de 37 ans qui aurait été arrêté en lien avec les incendies de forêt qui ont fait rage, entre autres, près de la ville de Chibougamau au début du mois de juin dernier. On dit que c'est certains incendies, là, donc pour tous lesquels les incendies. On se comprend, le Québec a brûlé là, dans le nord de bord en bord. Mais dans le coin de Chibougamau, on parle d'une enquête minutieuse qui aurait conduit à un individu de 37 ans. Oui, une enquête de plusieurs mois, là, c'est ce qu'on dit, là, qui est à l'origine de l'arrestation du suspect. Il comparaît cet après-midi au palais de justice de Chibougamau en lien avec des accusations d'incendie criminel. Évidemment, c'est les seuls détails qu'on a pour l'instant, mais quand même, Mario, ça démontre... Non, c'est une grosse nouvelle, là. Oui. C'est une grosse nouvelle. C'est les enquêtes qui sont tellement... On s'entend, ni toi ni moi, Mario, on est pompiers ou enquêteurs incendie, mais d'aller enquêter comme ça, là, en plein cœur d'un endroit dévasté, mais le bord en non, bord on sait par un pas, mais brasier. peut-être que les pompiers forestiers qui, eux, vont sur le terrain avec des CHN, peut-être qu'il y en a qui ont vu là, des traces, des choses, des anomalies, peut-être qu'il y en a qui ont rapporté des observations. Oui, il va falloir voir comment ça s'est fait exactement. Là, le procès va clairement nous en dire plus. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce qu'on peut être accusé là, d'incendie criminel, même si on n'a pas voulu mettre le feu à la forêt. C'est la première chose. Est-ce que c'est un incendie volontaire ou est-ce que c'est une négligence criminelle? Oui, parce que ça peut en être une, là, surtout quand il y a un indice, une interdiction de faire des feux, comme c'était peut-être le cas au moment où cet homme-là a allumé lui-même l'incendie. Je pense que ça va quand même... Compte tenu de ce qu'on a vécu, là, ça va intéresser tout le monde là, de voir les détails de ces mises en accusation. Absolument. Si on revient au niveau de la politique québécoise, Mario, mais ça a brassé pas mal cet après-midi alors que s'ouvrait le sommet sur la fiscalité municipale à Montréal. Et avant de parler de fiscalité municipale, justement, ce qui a retenu encore plus l'attention, c'est les propos de la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui a interpellé directement le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, entre autres, avec des critiques assez sévères sur sa manière de gérer la question de l'itinérance. Fustiger aussi le manque de ressources dans la province en la matière. On peut écouter, Mario, un tout petit peu le cas précis qui est relaté que se serait déroulé à Gatineau dans les derniers jours. Très émotif, hein? Très émotif, oui. Monsieur Carman, j'ai 80 personnes dans un campement. Mon refuge pour sans-abri déborde. Les gens se déplacent dans les autres parcs de ma ville, Monsieur Carman. Monsieur Carman, la semaine passée, j'étais allée voir ces personnes-là, puis il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y a 3 semaines, dans le bois, il a entendu une fille de 18 ans crier, ils l'ont cherchée, puis elle est en train d'accoucher tout seul. Alors, un cas dans lequel on aurait ça, là, une jeune femme en situation d'itinérance. Oui, puis ce serait même là, des itinérants sur place, des femmes qui seraient allées l'aider, cette jeune femme-là, aurait guidé les ambulanciers jusqu'à ce campement, on comprend, en bordure d'un bois, pour aller l'aider. Puis par la suite, elle a réclamé des choses plus concrètes là, du côté du ministre Carman. Je le fais parce que moi, quand je rentre chez nous, puis je me démaquille, je veux me regarder en pleine face puis me sentir bien. Mais je vous le dis, je suis en train de faire votre job, Monsieur Carman. Parce que c'est vous qui devriez investir là-dedans. Puis une fois qu'on va avoir fait une infrastructure, vous êtes bien mieux de me trouver des psychiatres, Monsieur Carman. Ça le mérite d'être clair, Mario. Oui, on comprend l'émotivité. Mais moi, je vais te dire une couple d'affaires. D'abord, là, il y a une rencontre, semble-t-il, la semaine prochaine pour parler d'itinérance avec les villes. On va voir ce que ça donne. Mais s'il y a une fille, une femme, une jeune femme de 18 ans à peine, qui accouche dans le bois à Gatineau, c'est pas l'affaire de la ville, de la mairesse, d'un conseiller municipal, du ministre Carman, du gouvernement, de la CAQ, du PQ. C'est toute la société. Je veux dire, c'est incroyable. D'ailleurs, à Gatineau, là, il y a des hôpitaux, il y a des groupes communautaires, il y a des CLSC, il y a des ambulanciers, il y a tout, là. Toutes les choses normales que le Québec s'est donné, qu'on paye. Des infrastructures. Oui. Puis, s'il y a une jeune femme qui accouche toute seule dans le bois,
je connais pas le cas du tout, là, mais ça parle d'isolement social, ça parle peut-être de consommation de drogue sur une période de, je sais pas, d'années, de complications de vie, ça parle de problèmes familiaux, à cet âge-là, devrait avoir encore un entourage, ça parle, oui, peut-être de rupture de services sociaux qui l'ont échappé en chemin, ça parle peut-être de problèmes de santé mentale, mais je veux dire, c'est toute la société qui est interpellée, là. C'est quelque chose de plus complexe que de dire, tu sais, je pense pas que c'est ce qu'elle a voulu dire, mais comme c'est un colloque ou un sommet sur la fiscalité municipale, puis là, il parlait d'argent puis de transfert d'argent, quand j'entends ça, je me dis, attendez un peu, Madame la mairesse, là. C'est pas vrai que si, mettons, le ministre Carman, vous avez transféré 136 000 $ ou 241 000 $ de plus pour l'itinérance cette année, on est sûr à 100 % que ça serait pas arrivé. Qu'elle serait accouchée ailleurs à l'hôpital. Ben, c'est ça. Là, c'est plus compliqué que juste dire si le gouvernement avait mis plus d'argent, tout serait réglé. Mais il y a des besoins. Puis, les besoins en itinérance relèvent des deux mêmes problèmes dont on parle tout le temps. Des problèmes de santé mentale, de la difficulté d'avoir accès aux ressources, puis le problème de logement. Là. Cherche pas les deux tuyaux qui mènent à des problèmes d'itinérance grandissants qu'on voit à Montréal, mais le phénomène... À Montréal, on dirait qu'on le voit même plus. Il y en avait 3 000, 4 000, 5 000, il y en a des milliers. On en voit tous les jours. Mais c'est qu'en région, on remarque plus des régions où il y en avait zéro. Ça n'existait pas. Puis maintenant, plusieurs villes en région, il y a de l'itinérance, et là, on le remarque beaucoup plus. Mais ça, c'est problèmes de logement, c'est problèmes de santé mentale. Alors oui, il faut s'y attaquer, mais... En veux-tu un problème qui est pas simple, là? Celui de l'itinérance, c'est le pire. Donc oui, c'était le sommet sur la fiscalité municipale, puis le thème principal, bien évidemment, c'est la fiscalité, c'est les transferts d'argent, Mario, là, du Québec vers les municipalités. Et on a... Parce qu'ils doivent re-signer le pacte fiscal Québec-municipalité, c'est comme une convention collective avec les employés de l'État. Ça dure une couple d'années, je pense, de 2, 3, 4 ans. Ça dépend des pactes. Puis là, il vient à échéance à la fin de l'année. Dernier était conclu en 2019, le prochain, donc ça va se faire en 2024. La fin de 2019, on est allé chercher le 7,1 milliards sur 5 ans là, du côté des municipalités. Puis là, les villes, leurs 2-3 gros enjeux. Il y a l'adaptation au changement climatique. Il y a ça, là, ce dont on vient de parler, l'itinérance, mais appelons-le plus généralement problèmes sociaux des villes. Mais dans tout ça, les villes veulent plus d'argent. Oui, transport en commun aussi pour le financer, c'est un point qui revient beaucoup. Transport en commun. Donc, puis là, le gouvernement du Québec commence la négociation en disant, ben là, de l'argent, moi, j'en ai pas tant que ça. Oui, ça a été le ton qui a été donné assez tôt, merci. Là, dès l'ouverture du sommet, la ministre André Laforêt, donc ministre des municipalités, qui a dit là, que ce serait aux municipalités de mieux gérer leurs revenus, de mieux gérer leurs dépenses, donc à ce moment-là, bref, c'est pas rendu populaire. Là. C'est sûr que c'est pas... De toutes les choses que tu peux dire, de dire aux maires des villes, gérez-vous. Puis, quand elle dit que les villes sont... Ben, elle n'a pas dit mal gérées, mais ça s'interprète comme ça. Ça veut dire mieux géré, ça veut dire que c'est pas bien géré. Sur le fond, je pense qu'elle a largement raison. Les salaires des employés municipaux sont au-dessus des moyennes de tous les autres. Il y a plusieurs problèmes de gestion visibles dans les municipalités. Mais est-ce que... Fallait le dire dans ces termes-là? Ouais. Est-ce que tu te rends populaire comme ministre des Affaires municipales en disant aux élus municipaux qui sont tes vis-à-vis avec qui tu as négocié toutes sortes de sujets à la semaine longue, de leur dire « gérez-vous ». C'est pas sûr. Oui, le premier ministre François Legault, lui, était un tout petit peu plus délicat en disant qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre à Québec pour accorder de l'argent. Entre autres, c'est la mairesse Plante là, qui, elle, veut revoir le pacte fiscal en ayant beaucoup plus d'argent. On se comprend que c'est Mme Plante qui va toujours mener la charge là, quand il s'agit de réviser la fiscalité des municipalités comme elle est la mairesse de la plus grande métropole ici au Québec. Mais quand même, Mario... peut-être que le point des changements climatiques va faire plus d'écho. On se souviendra que c'était à l'automne dernier, entre autres, qu'on a formulé cette demande-là. 2 milliards de plus investis par année dans les municipalités pour les aider à s'adapter au changement climatique. Et qu'est-ce qui est arrivé en moins de 24 heures, Mario? Inondation à Montréal, majeure. Non. Et depuis ce temps-là, il y a eu quoi? Du verglas, des incendies de forêt massifs, d'autres inondations, des glissements de terrain. Disons que le ministre des Finances, Éric Girard, a un peu changé de discours sur le fait qu'il va falloir sortir de l'argent pour l'adaptation. Là. Mais disons que si, personne n'espère qu'il y ait des dérèglements climatiques de cette ampleur-là, mais sur un an, Mario, on peut le dire, les municipalités, disons que le climat a illustré leur point pour eux. Oui. Puis à chaque fois, les municipalités se retrouvent avec des factures. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
on sait finalement qui va mener l'enquête publique sur l'ingérence étrangère qui est réclamée depuis des mois par les partis d'opposition à Ottawa. C'est la juge Marie-Josée Hogg de la Cour d'appel du Québec qui a finalement accepté la mission, donc à peu près 3 mois après la démission de M. David Johnston, le rapporteur général, rapporteur spécial plutôt, là, qui a été mandaté au départ pour livrer un rapport pour examiner l'ingérence de la Chine, entre autres dans les élections générales de 2019-2021. Tu te souviendras, M. Johnston avait pas, disons, l'assentiment de toute la Chambre, Mario. Là. À 3 oppositions, on s'était ligué pour réclamer sa démission, avait fini par partir. Et là, on demandait que quelqu'un vienne mener l'enquête publique. Et finalement, Mme Hogg, elle, semble-t-il qu'elle fait l'unanimité complète là, à la Chambre des communes. Ben, c'est le mandat que s'était donné le Dominique Leblanc, là, le ministre de la Sécurité publique de Justin Trudeau, qui avait pris le bâton du pèlerin. Ben, semble-t-il qu'il y a eu de la misère. D'abord, de la misère à trouver le consensus avec les autres partis, mais aussi eu de la misère à trouver quelqu'un. Oui. Ça a l'air qu'il y a bien des juges qui disent « Ah, sais-tu, cette enquête-là, une enquête publique, c'est la Chine, pas trop intéressé. » Donc, il y a des gens qui auraient pu faire l'affaire, des conservateurs, du NPD, qui auraient pu rallier les partis d'opposition, mais qui n'étaient pas eux-mêmes intéressés. Oui. Donc là, on s'est entendu. Écoute, tous les commentaires que j'entends aujourd'hui, c'est que c'est une star là, montante, une étoile montante du droit. Entre autres des sociétés de contentieux des affaires civiles, responsabilité professionnelle. Réputation excellente. Le seul commentaire que certains vont amener, c'est qu'elle va devoir se bien s'entourer. Elle a aucune forme, elle a travaillé dans plein d'affaires, mais elle a aucune forme d'expérience de politique. Puis c'est plus profond, la sécurité nationale, l'espionnage. Ouais, c'est ça, toute la partie de la politique, l'espionnage entre les pays. Puis donc c'est une on peut parler d'une faille, mais une faiblesse dans son pedigree, parce que là, elle va être là-dedans à 2 mains. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on peut rendre public, puis qu'est-ce qui doit rester secret. Donc, elle va devoir s'entourer de gens qui sont ferrés, qui sont habitués à travailler dans l'environnement des services de renseignement puis de la sécurité nationale. Oui, puis le défi, peut-être, au travers de tout ça, c'est que c'est une enquête publique, Mario, mais qu'on va jouer avec des renseignements, comme tu le disais, qui sont secrets. Là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir révéler au public, ou du moins, à quel point on va pouvoir en révéler au public assez pour rassurer l'opinion publique, mais pas juste assez pour compromettre la sécurité nationale. Je pense que ça va être un défi de taille qu'il va avoir. Toujours sur la scène de la politique fédérale, 2 nouveaux sondages, 2 nouveaux coups de sonde qui viennent d'être envoyés, entre autres, par Angus Reid, qui sont pas très bons pour Justin Trudeau. Mario, la tendance, alors que le Conseil des conservateurs se déroule, commence officiellement aujourd'hui à Québec, ça va leur donner une occasion peut-être de fêter ou du moins de se réjouir, Mario. C'est sûr que les conservateurs sont de bonne humeur. Aujourd'hui, tu as un sondage Abacus qui met 40-26. Donc, les conservateurs, 14 points en avance. Ouais, t'as un Angus Reid, c'est ça. T'as un Angus Reid qui met 12 points en avance les conservateurs. Et lui, Angus Reid, a posé une autre question. Qui ferait le meilleur premier ministre? Et un ratio de 2-1. C'est 32% contre 17%. Premier ministre préféré, Pierre Poilievre contre Justin Trudeau. Puis Jack Metzing est juste derrière, 15% juste derrière Justin Trudeau. Ouais. Et ça, c'est du jamais vu. Parce que, à la question des partis politiques, les conservateurs, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, ils avaient commencé à se forger une avance. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été. Sincèrement, il y a quand même un bout qui me manque. On dirait qu'il s'est passé quelque chose cet été. Est-ce que c'est l'aboutissement de Pierre Poilievre qui tape sur le clou de l'inflation, tape sur le clou, puis tu sais, des fois, tout à coup, le message a rentré, puis que là, les gens sont fâchés contre Justin Trudeau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est une fatigue, une écœur en titre par rapport au gouvernement libéral? Mais il y a comme quelque chose qui a glissé pour M. Trudeau. Et sur qui ferait le meilleur premier ministre? Écoute, Justin Trudeau était plus populaire que Pierre Poilievre, mais jusqu'au printemps passé. Et là, qu'il soit même plus dans la course avec Pierre Poilievre, en tout cas très loin derrière. Bon, Justin Trudeau est un combatif, puis moi, je pense qu'il n'est pas battu, là. Mais pour les conservateurs qui sont en congrès, dans leur tête, là, dire comment c'est le party, puis dire comment ils sont sur un nuage, ça va être incroyable. Oui, quand ça tombe la même journée que tu commences ton congrès, c'est sûr que là, t'as de la matière à te réjouir. Ça galvanise les troupes aussi. Tu sens pas que tu travailles pour rien. Tu as travaillé en politique de toute manière tellement longtemps, Mario, tu le sais. Là, c'est un boost, comme on pourrait dire. Par contre, c'est une pression aussi, parce que quand des journalistes, des médias, des analystes, des citoyens, quand on analyse le programme d'un parti politique, potentiellement, c'est le programme d'un gouvernement en devenir. Ça peut être ça. Oui, quand le parti au sérieux, oui, mais c'est ça. Quand le parti commence à être en avance d'un sondage,
Mais là, tu le regardes plus avec une loupe. Tu dis, OK, c'est le programme, là, peut-être, là, mais vraiment, peut-être avec une probabilité de plus en plus grande, c'est le programme du parti qui va gouverner. Et Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur congrès? Qu'est-ce qu'ils écrivent dans leurs documents? Ça va être scruté d'autant plus à la loupe. Oui, puis surtout que du côté du Parti conservateur, Mario, on a quand même un historique de dès qu'on tombe dans les sujets du conservatisme social. Économique, pour tout ça, ça va. Conservatisme social, quand on rentre évidemment les sujets religieux, sujets d'avortement et autres. L'avortement, il n'y en sera pas question, semble-t-il. Mais les sujets religieux... C'est parce qu'on finit toujours par demander la position à M. Poilievre puis au chef. Mais c'est les transgenres. Là. C'est là-dedans que ça joue délicat. Par contre, sur la question, il y a une résolution des membres sur le définancement de Radio-Canada. Couper le financement à Radio-Canada. Ben, c'est un gros point, puis pas. Le lieutenant des conservateurs au Québec, Pierre Paulus, dit essentiellement, c'est un petit peu plate pour les membres, mais il dit sur cette question-là, notre chef, Pierre Poilievre, a déjà fait son lit. Il veut couper le financement de la CBC en anglais, mais maintenir Radio-Canada en français. Puis il dit, écoute, je veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais il dit, peu importe ce que les membres vont voter, ça va rester ça. Oui, ça semble béton, là. Si c'est ça, un cheval de bataille de Pierre Poilievre, c'est contre la CBC, on s'entend. Contre la CBC, mais pas contre Radio-Canada. Alors, même si les membres votaient, on coupe le financement complètement en français comme en anglais, ben là, c'est pas la position du chef, puis il écoutera pas ses membres. Fait que c'est un petit peu ça, un peu ça le message. Tout savoir en 24 minutes. Pendant qu'on a le sommet de la fiscalité des municipalités à Montréal, mais c'est aussi la rentrée judiciaire. Hein? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais il y a aussi une rentrée judiciaire qui s'effectue. On a les grands acteurs du système qui font le point ensemble, s'assoient et qui font des grands discours. Et là, évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention, parce qu'on a en même temps aujourd'hui une nouvelle qui ressort sur des causes criminelles. 126 causes criminelles qui sont tombées à l'eau récemment, à la fois en Abitibi-Témiscamingue et au Nunavik en ce moment, avec des délais catastrophiques. Et c'est ça, l'enjeu. Oui, parce que le manque de personnel dans le système judiciaire est encore plus criant dans des régions comme ça. Oui, puis ça devient absolument insoutenable, là, semble-t-il, là, parce que avec un manque de ressources comme ça, on a peur qu'il y ait d'autres causes comme ça. Puis quand on dit 126 causes criminelles, ça tombe à l'eau. C'est des gens qui ont commis des crimes, ou du moins qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes, qui se retrouvent comme ça, là, dans la rue, libres comme l'air, puis qui seront jamais pénalisés pour les crimes qu'ils viennent de commettre. Puis évidemment, le focus se fait en ce moment sur le crime le plus grave du code criminel. Ben, les cas de meurtre, puis des procès pour meurtre pourraient... Parce qu'on avait dit que ça arriverait pas. Là. Quand on avait posé la question au ministre de la Justice, il avait dit non, il pourrait y avoir certaines causes moins graves qu'on laisse tomber, mais pas des causes, justement, là, pas des causes de meurtre. Par contre, dans les causes moins graves, à un moment donné, on avait compris que même des cas de violence conjugale, quand il n'y a pas de décès, c'est le genre de cause qui pourrait tomber. Là, des femmes trouvaient ça moins drôle. Mais là, là, on est rendu plus loin, même des causes graves qui pourraient tomber faute de ressources. Oui, faute de ressources, vraiment. Là. Puis les ressources, c'est le personnel à la fois de soutien, même les juges. On dit que selon la juge en chef Paquette, Marianne Paquette, on manque de juges. Elle demande directement là, à Ottawa de commencer à nommer plus de juges parce qu'on en manque. Puis dans les endroits, on parlait de l'Abitibi-Témiscamingue puis du Nunavik, mais c'est qu'il y a aussi, là, on a allongé du côté de la Cour du Québec le temps de délibération des juges au criminel, au pénal, qui peuvent délibérer plus longtemps, mais qui passent moins de temps en salle d'audience. Ce qui fait en sorte, évidemment, que t'es moins en salle d'audience, tu vois moins de procès, tu passes moins de causes. Tu passes moins de causes, c'est plus lent. Puis on le disait, le délai de prescription, là, en ce moment, là, sauf exception, c'est faut juger les accusés en 30 mois. Faut que ça se fasse vite. C'est Jordan, là. C'est l'arrêt Jordan de la Cour suprême qui vient dire un citoyen du Canada qui est accusé au criminel a le droit, c'est comme un droit fondamental, de savoir ce que la Cour tranche à l'intérieur d'un délai de 30 mois. Compte tenu de la présomption d'innocence, il y a un délai que tu peux pas dépasser pour dire coupable ou non coupable. Étant soustrait dans ce délai, les délais prolongations... Oui, toutes les exceptions spéciales. Qui sont dus à l'accusé lui-même. Là. Si l'accusé demande un report d'un mois pour que son avocat lise les documents, ça compte pas. Non, c'est pas un petit truc comme ça que tu peux utiliser pour t'en sortir. C'est ça. Les délais qui sont causés par l'accusé lui-même ne sont pas comptés, mais sinon, il faut que ce soit jugé en dedans de 30 mois, et ça, la justice a de la misère à respecter ça. Économie.
On a parlé beaucoup de la température, Mario, dans les dernières semaines, même les derniers mois, tout l'été, un été à la fois le plus chaud depuis très longtemps, mais aussi le plus pluvieux depuis très longtemps également. Et là, le problème, c'est que ça se répercute sur toutes sortes d'endroits, puis particulièrement les cultures d'automne, Mario. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. 2 dossiers différents de nos collègues du Journal de Montréal qui parlent, entre autres, qu'est-ce qu'on récolte à l'automne? Tout premièrement, c'est la saison des pommes. On s'en va cueillir dans les vergers. Théoriquement, c'est ouvert depuis la semaine dernière, la fameuse saison des pommes pour l'autocueillette. Le problème, c'est il faudrait aller aux pommes, faire une file dans le trafic de 17 km pour aller cueillir 4 pommes. On dirait que je m'attendais à ce que tu m'en sortes une comme celle-là, Mario. T'es pas un fan, hein? C'est tellement le fun d'aller aux pommes. Ça, sais-tu quoi? Moi, j'ai fait de la cueillette, tu peux même pas croire, dans ma vie, là, des bleuets, des framboises à t'es peut-être tanné, ferme. Hein? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis un ramasseur. Là. Moi, mettons, tu m'amènes au bleuet, là, je ramasse. Là, je vais t'es efficace, hein? Mais si tu me mets aux pommes, mettons, pendant 1 heure, là, c'est un trailer, là. Si tu fais avec ça... Pourquoi ça m'étonne pas que tu transformes ça en jeu que tu vas gagner, non, Mario, mais qu'est-ce que tu fais avec 2 poches de pommes, 3 poches de pommes? Tu te promènes, tu prends des petites photos avec Marie-Claude, tes enfants, tu manges une pomme. J'ai fait ça une fois. OK. Bon, mais pour ceux qui aiment ça, aller aux pommes, oui. Mario, puis prendre leurs belles petites photos Instagram. Qu'est-ce qui arrive à nos belles pommes? Là, le problème, c'est qu'on est en train de devoir cueillir du côté des pommiculteurs, vraiment plus tôt que prévu. Parce qu'habituellement, on peut les laisser, les pommes, puis la saison s'étire, les gens viennent cueillir et tout. Mais là, il a fait tellement chaud dans les derniers temps, puis il a fait froid tout le mois d'août. Ouais, mais là, le problème, c'est que le coup de chaleur est trop fort. Le coup de chaleur est trop fort, les pommes mûrissent trop vite. En accéléré. Ce qui fait que t'as des pommes qui fendent, ni plus ni moins, dépendamment de la variété. T'en as qui tombent, t'en as qui pourrissent. Ce qui fait que là, faut s'embrayer, comme ils disent, pour aller chercher, pour aller cueillir des pommes. Puis en plus, avec ça, il y a eu l'eau toute la saison. Puis l'eau, c'est encore plus dommageable pour ce qui est pas dans un arbre, comme les pommes, c'est dans un pommier. Mais pour les citrouilles, Mario, les citrouilles, pour l'Halloween, en ce moment, semble-t-il que c'est catastrophique la saison des citrouilles. Il y a plusieurs types de fruits et légumes là, qui sont pourrissants. Là. Les fraises l'ont été. Le temps il y a tellement d'eau dans le fruit ou dans le légume que les temps de conservation sont réduits. Ça a tendance à pourrir prématurément. Mais dans le cas des citrouilles, ça a l'air d'être pire que pire. Non, on dit, par exemple, chez Citrouilles et compagnie, qui est à Saint-Sulpice, dans l'Anneau d'Hier, qu'on a perdu 50% de la production des citrouilles, 25% de la production des courges, qui se sont fait appeler par des villes qui demandent là, pour décorer l'hôtel de ville, les rues, les bâtiments municipaux qui demandent des citrouilles, ils sont obligés de refuser des commandes. Parce que quand tu fais ton bonhomme d'Halloween dans un melon d'eau, c'est qu'il tombe toujours sur le côté parce que le fond est pas plate. Ah, c'est pas pratique. Hein? Ça nous prend comme ça des belles citrouilles stables. Mario, on dit que l'autocueillette va se poursuivre, mais pour les melons d'eau, ça, c'est un peu plus incertain. Là. La saison des melons d'eau, je pense qu'elle a été meilleure. C'est quoi le pourcentage des citrouilles qui sont faites juste pour faire un bonhomme à l'Halloween, puis versus, parce que techniquement, c'est un aliment. Ah, mais là-dessus, on va se rejoindre, Mario. Moi, jamais je vais gaspiller une citrouille de toute ma sainte vie. Tu la manges? Là, je prends tout l'intérieur, j'ai la vide, puis quand j'ai la vide, on fait quoi avec ça? On fait un potage à citrouille, tu fais une tarte. C'est bon. C'est bon, la citrouille? Tout seul, de même, absolument pas. C'est pas mon humble avis, moi, j'aime vraiment pas ça. Faut que ça soit bien travaillé, la citrouille. Un potage, tu vois. Moi, je vide la citrouille, puis je la donne à ma mère ou à ma grand-mère, puis c'est eux autres qui s'occupent de ça ensuite, Mario. Le Monde. Nouvelle qui a de quoi fasciner, donner froid dans le dos en même temps. Des scientifiques qui ont publié, une équipe de chercheurs, dans le journal scientifique Nature, leur toute nouvelle découverte. En fait, ils ont développé des structures qui ressemblent beaucoup à l'embryon humain. Donc, ont été capables de faire, grâce à des procédés chimiques, mais vraiment, là, comme tu as pris des cellules souches embryonnaires humaines, puis les ont développées jusqu'à créer vraiment un embryon humain sans avoir recours du tout à un sperme ni à un ovule. Donc, on parle vraiment, presque, Mario, de l'immaculée conception, là, ni plus ni moins. Évidemment, emballons-nous pas tout de suite, là, ça ressemble à un simili-embryon humain âgé de 14 jours. C'est pas exactement comme un embryon humain, puis 14 jours, c'est pas pour rien, c'est la limite légale dans le monde pour faire des recherches dans beaucoup de pays là, comme ceux-là. On peut pas dépasser ce stade-là, parce que là, on commence à rentrer pas dans le clonage, mais pas loin. Là. On s'entend, ça devient assez délicat, merci, sur le côté éthique. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour étudier les fausses couches, les malformations congénitales. On va étudier le développement, entre autres, de ces embryons-là pour voir c'est où ça peut clocher de temps en temps comme ça. Il est où le problème, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour l'instant, c'est une belle découverte qui peut aider le milieu médical, surtout en grossesse, mais il y a toujours des enjeux éthiques qui sont reliés à ça. Des enjeux éthiques, dans ce cas-ci, c'est un euphémisme là, de dire qu'on puisse quasiment fabriquer artificiellement un être humain. Ouais, enjeu éthique, disons-le. Hey, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.